Bonjour, bienvenue sur la voix de Morgane. Je vais lire à voix haute la suite des Hauts de Hurlevent, les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Nous en sommes au chapitre 3. J'adore, pour l'instant j'adore ce livre, c'est vrai. Chapitre 3. Est-ce que je vous ai demandé si vous alliez bien avant de commencer? Non, je crois pas. Et comment allez-vous? Je vous laisse un petit temps de réponse. Non, c'est idiot. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, voilà. Et est-ce qu'il y a autre chose à dire? Je ne crois pas. Si, je vous remercie beaucoup pour votre écoute aussi. Qu'est-ce que c'est que ça, ces gens complètement focalisés sur eux-mêmes? Excusez-moi. Voilà. Alors, merci pour votre écoute. Et en fait, j'étais vraiment trop impatiente de commencer les Hauts de Hurlevent. Voilà, il faut le dire. Donc, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Tandis qu'elle me quittait dans l'escalier, elle me recommanda de masquer la chandelle et de ne pas faire de bruit, car son maître avait des idées bizarres au sujet de la chambre où elle allait me mettre et il n'y laissait jamais volontiers loger quelqu'un. J'en demandai la raison. Elle l'ignorait, me répondit-elle. Il n'y avait qu'un an ou deux qu'elle était là et ils avaient tant d'étranges manières qu'elle n'en finirait jamais si elle se mettait à être curieuse. Trop hébétée pour être curieux moi-même, je fermai la porte et regardai autour de moi en cherchant le lit. Tout l'ameublement consistait en une chaise, une armoire et une grande caisse de chêne avec des ouvertures carrées dans le haut qui ressemblaient à des fenêtres de voiture. Je m'approchai de cet édifice, jetai un coup d'œil à l'intérieur et reconnus que c'était une singulière couchette de vieux modèle, très bien comprise pour dispenser chaque membre de la famille d'avoir une chambre séparée. En fait, cela formait un petit cabinet, et le rebord d'une fenêtre qui y était incluse servait de table. Je fis glisser les panneaux de côté, entrai avec ma lumière, les refermai, et me sentis en sûreté contre la vigilance de Heathcliff ou de tout autre. Sur le rebord de la fenêtre où je plaçais ma chandelle se trouvaient empilés dans un coin quelques livres rongés d'humidité. Ce rebord était couvert d'inscriptions faites avec la pointe d'un couteau sur la peinture. Ces inscriptions, d'ailleurs, répétaient toutes le même nom en toutes sortes de caractères grands et petits. Catherine Earnshaw, ça et là, changé en Catherine Heathcliff, puis encore en Catherine Linton. Je vais dire Catherine. Dans ma pesante apathie, j'appuyais la tête contre la fenêtre et continuais à épeler Catherine Earnshaw, Heathcliff, Linton. Mes yeux finirent par se fermer. Mais ils n'étaient pas clos depuis 5 minutes qu'un éblouissement de lettres blanches jaillit de l'obscurité, éclatantes comme des spectres. L'air fourmillait de Catherine. En me soulevant pour chasser ce nom obsédant, je m'aperçus que la mèche de ma chandelle s'inclinait sur un des antiques volumes d'où se dégageait un parfum de cuir de veau brûlé. Je la mouchai et, très mal à l'aise sous l'influence du froid et d'une nausée persistante, je me mis sur mon séant et ouvris le volume qui avait souffert en l'appuyant sur mon genou. C'était une Bible, en caractères fins, sentant terriblement le moisi. La page de garde portait l'inscription Catherine Earnshaw, son livre, et une date remontant à un quart de siècle environ. Je refermai le volume, en pris un autre, puis un autre, et les examinai tous ainsi à tour de rôle. La bibliothèque de Catherine était choisie, et son état de délabrement prouvait qu'on en avait fait un usage fort ample, sinon tout à fait légitime. Presque aucun chapitre n'avait échappé à un commentaire à la plume ou au crayon, ou du moins à ce qui semblait en être un, qui couvrait chaque parcelle de blanc laissée par le compositeur. Il y avait des phrases détachées, ailleurs cela prenait la forme d'un journal en règle, griffonné d'une main inhabile d'enfant.
En haut d'une page blanche, un vrai trésor probablement quand on la découvrit. Je me divertis beaucoup en trouvant une excellente caricature de mon ami Joseph, d'un crayon grossier mais vigoureux. Je conçus sur le champ de l'intérêt pour la Catherine inconnue et me mis aussitôt à déchiffrer ces hiéroglyphes à moitié passés. Un horrible dimanche, ainsi débutait le paragraphe qui suivait. Je voudrais que mon père pût revenir parmi nous. Hindley est un détestable remplaçant. Sa conduite envers Heathcliff est atroce. H et moi allons nous révolter. Nous avons fait le premier pas ce soir. Toute la journée, il a plu à torrent. Nous n'avons pu aller à l'église, de sorte que Joseph a dû réunir les fidèles dans le grenier. Pendant que Hindley et sa femme se chauffaient en bas devant un bon feu, occupés à n'importe quoi, sauf à lire leur Bible, j'en jurerais. Heathcliff, moi-même et le pauvre valet de charrue recevions l'ordre de prendre nos livres de prière et de monter. Placés en rang sur un sac de grains, nous maugréions et nous grelottions tout en espérant que Joseph grelotterait aussi, afin que son propre intérêt le poussât à raccourcir son homélie. Quelle erreur! Le service a duré exactement 3 heures. Et pourtant mon frère a eu le front de s'écrier en nous voyant descendre. « Quoi? Déjà fini ?» Autrefois, le dimanche après-midi, on nous permettait de jouer, pourvu que nous ne fissions pas trop de bruit. Maintenant, le moindre rire étouffé suffit à nous faire envoyer dans le coin. « Vous oubliez que vous avez un maître ici, dit le tyran. Je démolirai le premier qui me mettra en colère. J'exige une sagesse et un silence parfait. Oh, mon garçon, c'est toi qui as fait cela ? Frances, ma chère, tirez-lui les cheveux en passant. Je l'ai entendu faire claquer ses doigts. Frances lui a tiré vigoureusement les cheveux, puis est allée s'asseoir sur les genoux de son mari. Ils sont restés là, comme 2 bébés, à s'embrasser et à dire pendant 1 heure des niaiseries. Vaines et absurdes paroles dont nous serions honteux. Nous nous sommes blottis aussi confortablement que possible sous la voûte du dressoir. Je venais d'attacher ensemble nos tabliers et de les suspendre en guise de rideau quand est entré Joseph, qui revenait d'une tournée aux écuries. Il a arraché mon rideau, m'a giflé et a croassé. Le maître est à peine enterré. Le jour du sabbat n'est point fini. Le son de l'évangile écho dans vos oreilles et vous osez jouer. Honte à vous! Seyez-vous, méchants enfants! Il y a assez de bons livres si vous voulez lire. Seyez-vous et pensez à vos âmes. En prononçant ces paroles, il nous a forcés de rectifier nos positions de manière à recevoir du feu lointain un vague rayon de lumière qui nous permit de distinguer le texte du fatras dont il nous accabla. Je n'ai pu supporter cette occupation. J'ai pris mon volume crasseux par le dos et l'ai lancé dans le chenil en protestant que j'avais horreur d'un bon livre. Heathcliff a envoyé le sien d'un coup de pied au même endroit. Il fallait entendre le tintamarre. « Monsieur Hindley !» hurlait notre chapelain. « Monsieur, venez par ici. Miss Cathy a déchiré le dos du casque du salut et Heathcliff a passé sa rage sur la première partie de Tout droit à la perdition. Que misère que vous le laissiez continuer cette vie-là. Ah, le vieillard, il les aurait rossés comme il faut. Mais il n'est plus là. » S'arrachant à son paradis au coin du feu, Hindley a saisi l'un de nous au collet, l'autre par le bras, et nous a jetés tous 2 dans la cuisine où, assurait Joseph, le vieux Nick viendrait nous prendre aussi sûr que nous étions vivants. Le diable. Ainsi réconfortés, nous avons cherché chacun de notre côté un coin pour attendre son arrivée. J'ai attrapé ce livre-ci et une bouteille d'angle sur le rayon. J'ai entrouvert la porte donnant sur l'extérieur pour avoir un peu de lumière et j'ai passé 20 minutes à écrire. Mais mon compagnon est impatient. Il propose de nous approprier le manteau de la laitière et de nous abriter dessous pour filer dans la lande. Bonne idée. Et puis, si le vieux grognon arrive, il pourra croire que sa prophétie est réalisée. Nous ne pourrons pas être plus à l'humidité ni avoir plus froid sous la pluie qu'ici. Je suppose que Catherine mit son projet à exécution, car dans la phrase suivante, elle abordait un autre sujet. Elle prenait le ton plaintif. « Comme je me doutais peu que Hindley me ferait jamais tant pleurer, » écrivait-elle. « J'ai mal à la tête, au point de ne pouvoir la garder sur l'oreiller.
Et pourtant je ne peux pas céder. Pauvre Heathcliff. Hindley le traite de vagabond et ne veut plus qu'il reste ni qu'il mange avec nous. Il prétend que lui et moi ne devons plus jouer ensemble et menace de le chasser de la maison si nous enfreignons ses ordres. Il a blâmé notre père, comment a-t-il osé, pour avoir traité H avec trop de bienveillance et il jure qu'il le remettra à sa vraie place. Je commençai à somnoler et à laisser tomber le nez sur la page à moitié effacée. Mon œil passa du manuscrit à l'imprimé. Je vis un titre rouge ornementé, 70 x 7 et le premier de la 71e. Pieux discours prononcé par le révérend Jabes Branderham dans la chapelle de Gimmerton Sarr. Pendant que, dans une demi-inconscience, je me creusais la cervelle pour deviner ce que Jabes Branderham avait pu tirer de son sujet, je retombai allongé dans mon lit et m'endormis. Hélas, triste effet du mauvais thé et de la mauvaise humeur. Alors Pierre, s'approchant de lui, dit « Seigneur, toutes les fois que mon frère péchera contre moi, lui pardonnerai-je jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu, chapitre 17, versets 21-22. Le premier de la 71e désigne le 491e péché, venant après les 490 péchés qu'un chrétien doit pardonner. Ça fait beaucoup de péchés. Et ça fait beaucoup à pardonner aussi. Pardon pour l'interruption. Quelles autres causes auraient pu me faire passer une si terrible nuit ? Je n'ai souvenir d'aucune qui lui soit comparable depuis que j'ai le sentiment de la souffrance. Je commençais à rêver presque avant d'avoir cessé de me rendre compte de l'endroit où je me trouvais. Il me semblait que c'était le matin. Je m'étais mise en route pour rentrer chez moi, avec Joseph comme guide. Une épaisseur de plusieurs mètres de neige couvrait notre chemin. Comme nous avancions péniblement, mon compagnon m'accablait d'incessants reproches parce que je n'avais pas pris un bâton de pèlerin. Il m'assurait que je ne pourrais jamais pénétrer dans la maison sans en avoir un, et brandissait fièrement un gourdin à lourde poignée, auquel je compris qu'il donnait ce nom. Pendant un instant, je considérais qu'il était absurde que j'eusse besoin d'une pareille arme pour obtenir accès à ma propre demeure. Puis une autre idée me traversa l'esprit. Ce n'est pas là que j'allais. Nous étions partis pour aller entendre le célèbre Jabes Branderham prêcher sur le texte 70 x 7. L'un de nous, Joseph le prédicateur ou moi, avait commis le premier de la 71e et devait être publiquement dénoncé et excommunié. Nous arrivâmes à la chapelle. J'ai passé devant, en réalité, dans mes promenades 2 ou 3 fois. Elle est située dans un pli de terrain entre 2 collines, à une assez grande altitude, près d'un marais dont la boue tourbeuse convient très bien, paraît-il, pour embaumer les quelques cadavres déposés là. Le toit est resté entier jusqu'ici, mais comme le traitement du pasteur n'est que de 20 livres par an, avec la jouissance d'une maison composée de 2 pièces qui menace de se réduire rapidement à une seule, aucun pasteur ne veut accepter les devoirs de cette charge, d'autant plus qu'on dit couramment que ses ouailles le laisseraient mourir de faim plutôt que d'augmenter son revenu d'1 penny de leur poche. Quoi qu'il en soit, dans mon rêve, Jabes avait un auditoire nombreux et attentif, et il prêchait. Grand Dieu, quel sermon! Divisé en 490 parties, chacune de la longueur d'un sermon ordinaire, et chacune traitant d'un péché particulier. Où il allait les chercher, je n'en sais rien. Il avait sa manière à lui d'interpréter le texte, et il paraissait nécessaire que le fidèle commît à chaque occasion des péchés différents. Ceux-ci étaient des plus curieux, de bizarres infractions que je n'avais encore jamais imaginées. Oh, que j'étais fatiguée, comme je me tortillais, bâillais, m'assoupissais et me réveillais. Comme je me pinçais, me piquais, me frottais les yeux, me levais, me rasseyais et poussais du cou de Joseph afin qu'il me dît si le prédicateur aurait jamais fini. J'étais condamnée à tout entendre jusqu'au bout. Enfin, il aborda le premier de la 71e. À cet instant critique, j'eus une inspiration soudaine sous l'empire de laquelle je me levais pour dénoncer Jabes Branderham comme l'auteur du péché qu'un chrétien n'est pas tenu de pardonner.
Monsieur, m'écriai-je, assis entre ces 4 murs, j'ai enduré et toléré sans interruption les 490 parties de votre sermon. 70 fois 7 fois, j'ai pris mon chapeau et j'ai été sur le point de m'en aller. 70 fois 7 fois, vous m'avez déraisonnablement obligé de reprendre mon siège. La 491e fois dépasse les bornes. Compagnon de martyr, sus à lui, faites-le dégringoler et réduisez-le en atomes pour que les lieux qui l'ont connu ne puissent plus le connaître. Tu es l'homme, s'écria Jabs, après une pause solennelle, en se penchant par-dessus son coussin. 70 fois 7 fois, tu as tordu ton visage en bâillant. 70 fois 7 fois, j'ai tenu conseil en moi-même. Ah, je pensais, c'est de la faiblesse humaine, cela encore peut être absous. Mais voici le premier de la 71e. Frère, exécutez sur lui le jugement qui est écrit, c'est un honneur qui revient à tous les bons chrétiens. Sur cette parole finale, tous les membres de l'assemblée, levant leurs bâtons de pèlerins, m'assaillirent en cercle d'un même mouvement. N'ayant pas d'armes à leur opposer pour ma défense, je commençai à me colleter avec Joseph, mon assaillant le plus proche et le plus féroce, pour lui enlever le sien. Dans la confusion de la mêlée, plusieurs gourdins se rencontrèrent. Des coups qui m'étaient destinés tombèrent sur d'autres crânes. Bientôt, la chapelle entière retentit du bruit des attaques et des ripostes. Chacun se mit à cogner sur son voisin, et Brandenham, ne voulant pas rester oisif, épancha son zèle en une pluie de tapes bruyantes sur le rebord de la chaire, qui résonnait si fort qu'à la fin, à mon indicible soulagement, je me réveillai. Et qu'était-ce qui m'avait fait croire à ce terrible vacarme? Qui avait joué le rôle de Jabs dans cette bagarre? Simplement la branche de sapin qui touchait ma fenêtre quand des rafales de vent soufflaient de ce côté-là et qui frottait ses pommes desséchées contre les vitres. J'écoutai un instant. Encore dans le doute, je découvris la cause du bruit, puis me retournai, sommeillai et rêvai de nouveau, d'une manière encore plus désagréable qu'avant, s'il est possible. Cette fois, je me souvenais que j'étais couché dans le cabinet de chêne et j'entendais distinctement les rafales de vent et la neige qui fouettait. J'entendais aussi le bruit agaçant et persistant de la branche de sapin et je l'attribuais à sa véritable cause. Mais ce bruit m'exaspérait tellement que je résolus de le faire cesser s'il y avait moyen. Et je m'imaginais que je me levais et que j'essayais d'ouvrir la croisée. La poignée était soudée dans la gâche, particularité que j'avais observée étant éveillée, mais que j'avais oubliée. « Il faut pourtant que je l'arrête, murmurai-je. J'enfonçai le poing à travers la vitre et allongeai le bras en dehors pour saisir la branche importune. Mais, au lieu de la trouver, mes doigts se refermèrent sur les doigts d'une petite main froide comme la glace. L'intense horreur du cauchemar m'envahit. J'essayai de retirer mon bras, mais la main s'y accrochait et une voix d'une mélancolie infinie sanglotait. « Laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. »« Qui êtes-vous » demandai-je tout en continuant de lutter pour me dégager. « Catherine Linton, » répondit la voix en tremblant. Pourquoi pensais-je à Linton? J'avais lu Earnshaw 20 fois pour Linton une fois. Me voilà revenue à la maison, je m'étais perdue dans la lande. La voix parlait encore, quand je distinguai vaguement une figure d'enfant qui regardait à travers la fenêtre. La terreur me rendit cruelle. Voyant qu'il était inutile d'essayer de me dégager de son étreinte, j'attirai son poignet sur la vitre brisée et le frottai dessus jusqu'à ce que le sang coulât et inondât les draps du lit. La voix gémissait toujours. « Laissez-moi entrer !» Et l'étreinte obstinée ne se relâchait pas, me rendant presque fou de terreur. « Comment le puis-je » dis-je enfin. « Lâchez-moi si vous voulez que je vous fasse entrer. » Les doigts se desserrèrent. Je retirai vivement les miens hors du trou. J'entassai en hâte les livres en pyramide pour me défendre et je me bouchai les oreilles pour ne plus entendre la lamentable prière. Il me sembla que je restais ainsi pendant plus d'un quart d'heure. Mais, dès que je recommençai d'écouter, j'entendis le douloureux gémissement qui continuait. « Allez-vous-en » criai-je. « Je ne vous laisserai jamais entrer. Dussiez-vous supplier pendant 20 ans. » « Il y a 20 ans, » gémit la voix, 20 ans.
Il y a 20 ans que je suis errante. Puis j'entendis un léger grattement au dehors et la pile de livres bougea comme si elle était poussée en avant. J'essayai de me lever, mais je ne pus remuer un seul membre et je me mis à hurler tout haut en proie à une terreur folle. À ma grande confusion, je me suis aperçue que mes hurlements étaient bien réels. Des pas rapides approchaient de la porte de la chambre. Quelqu'un la poussait d'une main énergique, une lumière brillait à travers les ouvertures carrées en haut du lit. J'étais assis encore tout tremblant, essuyant la sueur qui coulait sur mon front. L'intrus semblait hésiter et se parler à voix basse à soi-même. Enfin, il a murmuré, évidemment sans attendre de réponse. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» J'ai jugé qu'il valait mieux confesser ma présence, qu'il ne poussât sa recherche plus avant. J'ai jugé qu'il valait mieux confesser ma présence, car j'avais reconnu la voix de Heathcliff et je craignais qu'il ne poussât sa recherche plus avant. Si je demeurais, quoi ? En conséquence, je me suis tournée et j'ai ouvert les panneaux. Je n'oublierai pas de sitôt l'effet que j'ai produit ainsi. Heathcliff se tenait près de l'entrée, en chemise et en pantalon, une chandelle qui coulait sur les doigts et sa figure était aussi blanche que le mur derrière lui. Le premier craquement du chêne l'a fait tressaillir comme sous une décharge électrique. La chandelle lui a échappé et est retombée à quelques pieds de distance. Son agitation était telle qu'il a pu à peine la ramasser. « Ce n'est que votre hôte, monsieur, lui criai-je, désireux de lui épargner l'humiliation de laisser voir plus longtemps sa poltronnerie. J'ai eu le malheur de pousser des cris dans mon sommeil, en proie que j'étais à un terrible cauchemar. Je regrette de vous avoir dérangé. »« Oh, Dieu vous confonde, Mr. Lockwood. Je voudrais que vous fussiez au... » a commencé mon hôte en posant la chandelle sur une chaise, parce qu'il se rendait compte qu'il lui était impossible de la tenir fixe. « Et qui vous a introduit dans cette chambre ?» a-t-il continué en enfonçant ses ongles dans les paumes de ses mains et en grinçant des dents pour réprimer des convulsions maxillaires. « Qui est-ce ? J'ai bien envie de jeter le coupable dehors immédiatement. »« C'est votre servante Zillah, répondis-je en sautant sur le plancher et remettant rapidement mes vêtements. Je n'y verrai pas d'inconvénient pour ma part, elle le mérite bien. Je suppose qu'elle a voulu avoir à mes dépens une nouvelle preuve que la pièce est hantée. Eh bien, elle l'est. Elle fourmille de spectres et de fantômes. Vous avez raison de la tenir fermée, je vous assure. Personne ne vous remerciera de lui avoir procuré un somme dans un antre pareil. Que voulez-vous dire et que faites-vous ? Recouchez-vous et finissez votre nuit puisque vous êtes ici. Mais pour l'amour du ciel, ne recommencez pas cet horrible vacarme, que rien ne saurait excuser à moins qu'on ne fût en train de vous couper la gorge. Si le petit démon était entré par la fenêtre, il est probable qu'elle m'aurait étranglé, ai-je riposté. Je ne tiens pas à continuer de subir les persécutions de vos hospitaliers ancêtres. Le révérend Jabes Branderham n'était-il pas votre allié du côté maternel ? Et cette Péronnelle, Catherine Limon ou Earnshaw ou je ne sais quoi, elle devait être bien sotte, méchante petite âme. Elle m'a dit qu'elle errait sur la terre depuis 20 ans. Juste punition de ses péchés mortels, j'en suis sûre. Je n'avais pas plutôt prononcé ces mots que je me suis rappelé l'association dans le livre du nom de Heathcliff à celui de Catherine. Cette particularité, qui était complètement sortie de ma mémoire, venait d'y reparaître soudain. J'ai rougi de ma légèreté. Mais, sans manifester autrement que j'eusse conscience de l'avoir offensé, je me suis hâtée d'ajouter. La vérité est, monsieur, que j'ai passé la première partie de la nuit à... Je m'arrêtai encore. J'allais dire à parcourir ces vieux volumes, ce qui aurait révélé que j'avais connaissance de leur contenu manuscrit aussi bien que de leur contenu imprimé. Aussi, me reprenant, j'ai poursuivi à déchiffrer les noms inscrits sur le rebord de la fenêtre, occupation monotone à laquelle je me livrais pour m'endormir, de même qu'on compte ou... À quoi songez-vous de me parler de la sorte à moi, a dit Heathcliff d'une voix tonnante et avec une sauvage véhémence. Comment osez-vous ? Sous mon toit, Dieu, il faut qu'il soit fou pour parler ainsi. Et il se frappait le front avec rage. Je ne savais trop si je devais me fâcher de ce langage ou continuer mon explication.
Mais il semblait tellement affecté que j'ai eu pitié de lui et repris l'histoire de mes rêves, affirmant que je n'avais jamais entendu auparavant le nom de Catherine Linton, mais qu'à force de le lire et de le relire, ce nom avait produit sur moi une impression qui s'était personnifiée quand j'eus perdu le contrôle de mon imagination. Tandis que je parlais, Heathcliff reculait peu à peu dans le renfoncement où se trouvait le lit. Finalement, il s'est assis, presque entièrement caché derrière. Je devinais néanmoins, à sa respiration irrégulière et entrecoupée, qu'il luttait contre une violente émotion. Ne voulant pas lui laisser voir que je me rendais compte de son conflit intérieur, j'ai achevé ma toilette assez bruyamment, regardé ma montre et fait un monologue sur la longueur de la nuit. Pas encore 3 heures, j'aurais juré qu'il en était 6. Le temps n'avance pas ici, nous nous sommes certainement retirés pour reposer à 8 heures. Toujours à 9 heures en hiver, et levé à 4, a dit mon hôte en réprimant un gémissement. Et j'ai jugé, au mouvement de l'ombre de son bras, qu'il essuyait une larme. « Mr. Lockwood, a-t-il ajouté, vous pouvez aller dans ma chambre, vous ne feriez que gêner en descendant de si bonne heure. Et vos cris puérils ont envoyé le sommeil au diable, pour moi. » « Pour moi aussi, ai-je répliqué. Je vais me promener dans la cour jusqu'au jour, alors je partirai. Et vous n'avez pas à craindre de nouvelles intrusions de ma part, je suis maintenant tout à fait guéri de l'envie de chercher du plaisir dans la société, que ce soit à la campagne ou à la ville. Un homme sensé doit trouver une compagnie suffisante en soi-même. Délicieuse compagnie, a grommelé Mr. Heathcliff. Prenez la chandelle et allez où vous voudrez. Je vous rejoins dans l'instant. Évitez la cour, toutefois, car les chiens sont lâches. Quant à la salle, Junon y monte sa faction, et non, vous ne pouvez qu'errer dans l'escalier et dans les couloirs. Mais sortez, je viens dans 2 minutes. J'ai obéi, du moins à l'ordre de quitter la chambre. Puis, ne sachant où me conduisait l'étroit corridor, je me suis arrêtée. Mon propriétaire m'a rendu témoin involontaire d'une scène de superstition qui démentait étrangement son bon sens apparent. Il s'est approché du lit, a ouvert la fenêtre en la forçant et, pendant qu'il tirait dessus, a été pris d'une crise de larmes qu'il n'a pu maîtriser. « Viens, viens, sanglotait-il. Cathy, viens. Oh, viens, une fois seulement. Oh, chérie de mon cœur. Écoute-moi cette fois-ci enfin, Catherine. » Le spectre a témoigné de l'ordinaire caprice des spectres, il n'a donné aucun signe d'existence. Mais la neige et le vent ont pénétré en tourbillons furieux, parvenant même jusqu'à moi et éteignant ma lumière. Il y avait une telle angoisse dans l'explosion de douleur qui accompagnait ce délire que la compassion m'a fait oublier sa folie. Je me suis éloignée, à moitié fâchée d'avoir écouté, si peu que ce fût, et regrettant d'avoir raconté mon ridicule cauchemar qui avait déterminé cette crise, bien que je ne pusse comprendre pourquoi. Je suis descendue avec précaution dans les régions inférieures et ai atterri dans la cuisine où quelques tisons que j'ai rassemblés avec soin m'ont permis de rallumer ma chandelle. Rien ne bougeait, sauf un chat gris moucheté qui est sorti lentement des cendres et m'a salué d'un miaulement plaintif. 2 bancs en forme d'arc de cercle entouraient presque complètement le foyer. Je me suis allongée sur l'un des grimalkins, à grimper sur l'autre. Et grimalkin, équivalent de Romina Groby en français. Nous commencions à nous assoupir tous deux quand quelqu'un a envahi notre retraite. C'était Joseph, qui descendait péniblement une échelle de bois dont le haut disparaissait dans le plafond à travers une trappe. L'entrée de son galetas, je suppose. Il a jeté un regard sinistre sur la petite flamme que j'avais réussi à ranimer entre les barreaux cintrés de la grille du foyer, a chassé le chat de son poste élevé, s'est installé à sa place et s'est mis à bourrer une pipe de 3 pouces. Ma présence dans son sanctuaire était évidemment considérée comme une impudence trop éhontée pour être relevée. Il a appliqué silencieusement le tuyau à ses lèvres, s'est croisé les bras et a envoyé des bouffées en l'air. Et je l'ai laissé savourer sa volupté sans le troubler. Après avoir lancé sa dernière bouffée et poussé un profond soupir, il s'est levé et s'est retiré avec autant de dignité qu'il était venu. J'ai entendu ensuite un pas plus élastique.
J'ouvrais déjà la bouche pour un bonjour, mais je l'ai refermée sans achever mon salut, car Hareton Earnshaw faisait ses oraisons sotto voce, sous forme d'une suite de jurons adressés à chaque objet qu'il touchait, tout en fourrageant dans un coin à la recherche d'une bêche ou d'une pelle pour faire des chemins dans la neige. Il a jeté un regard par-dessus le dossier du banc, en dilatant les narines, et il songeait aussi peu à un échange de politesse avec moi qu'avec mon compagnon le chat. J'ai deviné, à ses préparatifs, que la sortie était permise et, quittant ma dure couchette, j'ai fait un mouvement pour le suivre. Il l'a remarqué et a cogné sur une porte intérieure avec l'extrémité de sa bêche, en indiquant par un son inarticulé que c'était là que je devais aller si je voulais changer de résidence. La porte donnait dans la salle où les femmes étaient déjà à l'œuvre. Zilla développait dans la cheminée un tourbillon de flammes à l'aide d'un soufflet colossal. Mrs. Heathcliff, agenouillée près de l'âtre, lisait un livre à la lueur du feu. Elle tenait la main interposée entre la chaleur du foyer et ses yeux et paraissait absorbée dans son occupation. Elle ne s'interrompait que pour gronder la servante qui la couvrait d'étincelles ou pour repousser de temps à autre un chien qui venait appuyer un peu trop familièrement le nez sur sa figure. J'ai été surpris de voir là Heathcliff aussi. Il était debout près du feu, me tournant le dos, et venait de faire une scène violente à la pauvre Zilla qui, par instant, suspendait son travail pour relever le coin de son tablier et pousser un gémissement indigné. « Et vous, misérable !» criait-il au moment où j'entrais, en se tournant vers sa belle-fille et en employant une épithète aussi inoffensive que poulette ou brebis, mais généralement représentée par un tiret. « Vous voilà encore à vos oiseuses manigances. Toutes les autres gagnent leur pain. Tous les autres. Vous vivez de ma charité. Mettez-moi ces bêtises de côté et trouvez le moyen de vous rendre utile. Je vous ferai payer le fléau de votre perpétuelle présence. Entendez-vous, odieuse coquine ? Je mettrai mes bêtises de côté parce que vous pouvez m'y contraindre. Si je refuse, a répondu la jeune femme en fermant son livre et en le jetant sur une chaise. Mais quand vous useriez votre langue à jurer, je ne ferai que ce que je voudrais. Heathcliff a levé la main et elle s'est sauvée à distance respectueuse. Elle en connaissait certainement le poids. N'ayant nulle envie d'être régalée d'un combat entre chien et chat, je me suis vivement avancée comme si j'étais pressée de partager la chaleur du foyer et tout à fait ignorant de la dispute interrompue. Chacun d'eux a eu assez de décorum pour suspendre les hostilités. Heathcliff a placé ses poings à l'abri de la tentation dans ses poches. Mrs. Heathcliff a fait la moue et est allée prendre un siège éloigné où elle a tenu sa parole en jouant le rôle d'une statue pendant le temps que je suis restée là. Ce n'a pas été long. J'ai décliné leur invitation à déjeuner et dès que l'aube a commencé de pointer, j'ai saisi la première occasion de m'échapper au grand air, maintenant clair, calme et froid, comme de la glace impalpable. Avant que j'aie eu atteint le fond du jardin, mon propriétaire m'a crié de m'arrêter et a offert de m'accompagner à travers la lande. Ça a été une heureuse inspiration de sa part, car tout le versant de la colline n'était qu'un océan de vagues blanches. Les hauts et les bas n'indiquaient pas d'élévation ou de dépression correspondante dans le terrain. De nombreux trous étaient entièrement comblés par la neige, et des rangées entières de buttes formées des résidus de l'extraction des carrières étaient effacées de la carte que ma promenade de la veille avait laissée peinte dans mon esprit. J'avais remarqué sur un des côtés de la route, à intervalles de 6 à 7 mètres, une ligne de pierres dressées debout, qui se prolongeait sur toute la longueur du terrain dénudé. Elles avaient été placées et peintes à la chaux pour servir de repère dans l'obscurité et aussi quand une chute de neige, comme à présent, ne permettait pas de distinguer la chaussée ferme des profonds marécages qui la bordent des deux côtés. Mais à l'exception d'une tache sombre émergeant çà et là, toute trace de l'existence de ces pierres avait disparu et mon compagnon a dû m'avertir fréquemment d'appuyer à droite ou à gauche alors que je me figurais suivre correctement les sinuosités de la route. Nous avons échangé peu de paroles et il s'est arrêté à l'entrée du parc de Thrushcross en me disant que je ne pouvais plus me tromper. Nos adieux se sont bornés à un rapide salut, puis j'ai continué ma marche, réduit à mes seules ressources, car la loge du portier est inoccupée jusqu'à présent.
La distance de la porte du parc à la grange est de 2 milles. Je crois que je suis bien arrivée à en faire 4 en me perdant au milieu des arbres et en fonçant jusqu'au cou dans la neige. Désagrément que seuls peuvent apprécier ceux qui l'ont expérimenté. En tout cas, quels qu'aient été mes tours et détours, midi sonnait comme j'entrais dans la maison, ce qui faisait exactement 1 heure pour chaque mille du chemin ordinaire depuis les hauts de Hurlevent. Ma femme de charge et ses satellites se sont précipités pour m'accueillir, s'écriant avec volubilité qu'elle me croyait complètement perdue. Tout le monde supposait que j'avais péri la nuit précédente et elle se demandait comment s'y prendre pour se mettre à la recherche de mes restes. Je leur ai dit de se calmer puisqu'elles me voyaient revenue et transie jusqu'à la moelle, je me suis traînée en haut. Après avoir mis les vêtements secs et marché de long en large pendant 30 à 40 minutes pour restaurer la chaleur animale, je me suis retirée dans mon cabinet de travail, faible comme un petit chat. Presque trop faible pour jouir du feu pétillant et du café fumant que la servante m'a préparé pour me remonter. Et voilà, je vais m'arrêter ici pour cette lecture. Je ferai peut-être des lectures plus longues à l'avenir. Bien, elle était assez accidentée cette lecture. Veuillez m'excuser pour ça. Je voyais mal, en fait, j'avais pas assez de lumière. Voilà, je prévoirai plus de lumière à l'avenir. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Et faites bien attention à vous. Merci.